Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Projet de délocalisation de l'émissaire de Cambérène. Il entre dans le cadre d'un programme de dépollution de plusieurs sites au nord de Dakar. Coût du projet 40 milliards de francs CFA. Les travaux ont été lancés hier pour une durée de 24 mois. Sport CAN U20 au Niger, une finale inédite ce dimanche après-midi. Sénégal-Mali, une première à ce stade de la compétition. Les Lionceaux sont optimistes, a dit leur entraîneur face à la presse. Dans ce journal, nous irons à la découverte de l'imprimerie nationale et du journal officiel, un journal dont la première publication remonte aux années 1800 et son histoire est étroitement liée à celle de l'imprimerie nationale. C'est le sujet grand format de ce dimanche. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Assainissement, projet de délocalisation de l'émissaire de Cambérène. Il entre dans le cadre d'un projet de dépollution de plusieurs sites au nord de Dakar. Au coût du projet, 40 milliards de francs CFA. Les travaux ont été lancés hier. Hamidou Diop. C'est l'aboutissement d'un processus. L'assainissement de Cambérène, principalement la délocalisation de l'émissaire. L'ONAS, qui travaillait sur le projet depuis des années, a donné la bonne nouvelle aux habitants de Cambérène. Un projet de 40 milliards, 8500 familles ciblées pour l'accès à l'assainissement. C'est un dénouement. C'est un dénouement d'un problème qui a trop duré même. Donc depuis 40 ans, Cambérène recevait toutes les eaux usées de l'agglomération dakaroise sans que Cambérène ne soit branché. Vous voyez donc l'injustice est énorme. Donc Cambérène n'était pas branché. Mais par la grâce de Dieu, Cambérène étant une cité religieuse, on a des autorités qui nous ont toujours accompagnés, guidés et qui nous ont toujours calmé nos ardeurs. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à l'engagement du chef de l'État, le président Macky Sall. Il s'est personnellement investi et a toujours porté Cambérène dans son cœur. Cambérène adhère au projet qui va toucher 14 communes et impacter 1 million de personnes. Le projet, en plus de la délocalisation de l'émissaire, va apporter la capacité de traitement de la station d'épuration de Cambérène de 19 200 à 95 000 mètres cubes par jour. Le volet le plus important, c'est le déplacement de l'émissaire de Cambérène, qui est une doléance des populations, mais le projet a une seconde phase qui va permettre de passer la capacité de la station d'épuration de 20 000 à 90 000 mètres cubes, qui va permettre à tous les quartiers de Dakar, j'ai bien dit tous les quartiers de Dakar, de pouvoir avoir accès à un système d'assainissement d'eau collectif. Et je pense que c'est un volet très très important. Une fois tous les travaux exécutés, l'ONAS va réduire ses charges d'exploitation de 30%. Le projet prévoit la construction d'une centrale de cogénération du biogaz d'une capacité de 3200 kVA pour la production d'énergie électrique. Le programme de coopération technique et économique indien célébré, occasion pour les bénéficiaires des bourses de formation et de renforcement des capacités de partager leurs expériences vécues en Inde. Chaque année, 87 établissements offrent environ 300 cours dans 30 catégories. Moussa Mané. Le programme ITEC est une initiative du gouvernement de l'Inde. Il vise à partager avec d'autres pays en développement les fruits de son émergence socio-économique. Il s'articule autour de la formation et du renforcement de capacités. Les professionnels et les personnes des pays en développement se voient offrir des cours de formation uniques dans différents centres d'excellence en Inde qui leur donnent non seulement des compétences professionnelles, mais les préparent à un monde de plus en plus mondialisé. Au Sénégal, le programme ITEC est bien connu. Chaque année, 15 à 25 professionnels bénéficient d'une formation de leur choix. Durant mon séjour à l'université Mahatma Gandhi, j'ai conduit des recherches sur le thème « Étude de la corrosion et protection contre la corrosion des aciers de construction en usage au Sénégal par des polymères composites ». À l'issue de mon séjour, la conclusion était « Les travaux pourraient se poursuivre et être étendus aux aciers produits en Inde, ainsi qu'aux polymères organo-argileux et à d'autres polymères composites produits par le groupe de recherche du professeur Sabou Thomas. » La satisfaction des bénéficiaires encourage les deux gouvernements à aller de l'avant.
Il salue ce partenariat sud-sud. Je voudrais demander à vous pour promouvoir ce programme parce que je pense que le programme de ITEC est très important. La compétence, la formation en Inde, on a beaucoup de cours, beaucoup de courses qui sont totalement utiles pour les Sénégalais. Tout cela pour nous réjouir avec vous et de cette possibilité, de cette opportunité que vous offrez à nos étudiants et plus particulièrement pour ce qui nous concerne, nous de l'administration, à nos agents, les fonctionnaires, de bénéficier d'opportunités de formation dans des domaines aussi larges. Les cours les plus recherchés sont dans les domaines de l'information, la planification, l'éducation, la santé, entre autres. Au fil des années, ITEC est devenu un véritable outil de coopération. Nous ouvrons le chapitre consacré à la présidentielle du 24 février. La totalité du matériel électoral est disponible dans toutes les préfectures de la région de Saint-Louis à une semaine du scrutin présidentiel. L'information est donnée par le gouverneur de la région de Saint-Louis. Les préfets s'attellent à le conditionner et à l'éclater au niveau des sous-préfectures avant de le mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité le 22 février. Les précisions de Diana Badia. À la préfecture de Saint-Louis, tous, y compris la patronne des lieux, s'activent pour le conditionnement du matériel électoral. Urnes, isoloirs, encre, bulletins de vote des 5 candidats, tout est au complet. Une situation qui prévaut dans toute la région. Nous avons tout reçu pour une bonne partie du matériel depuis 1 mois et demi et pour le reste, donc les bulletins, les enveloppes, donc depuis avant-hier. Le lot devant revenir à chaque préfet de département a été conditionné depuis Dakar et acheminé directement au niveau des préfectures. Les préfets et sous-préfets sont tenus de veiller sur le matériel électoral jusqu'au 22 février 2019. À partir de cette date, ils passent le témoin aux forces de défense et de sécurité. Et le 22, le vendredi 22, quand les forces de défense et de sécurité prendront possession des lieux et bureaux de vote, c'est à ce moment que concomitamment qu'on mettra en place maintenant ce matériel électoral qui sera sous leur garde et sous leur responsabilité. Les maîtres d'œuvre des opérations électorales, les préfets et sous-préfets de la région de Saint-Louis travaillent sans répit. Le résultat qui en sort rassure. Jusqu'à présent, je dois dire ma satisfaction par rapport à la qualité du travail déjà fait par les préfets et les sous-préfets. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réclamation qui nous est faite. La formation des membres des bureaux de vote, des réunions sur la sécurité sont organisées dans le respect des critères requis. Tous les départements seront renforcés en logistique de transport, particulièrement celui de Podor qui totalise 460 bureaux de vote sur les 1094 que compte la région. Ils représentent 68% de la superficie régionale. Après le nord, direction le sud, le gouverneur de la région de Ziguinchor a rendu visite aux blessés de la coalition Sonko, président interné à l'hôpital régional après un accident de la circulation. Après avoir salué les conditions de prise en charge des blessés, le gouverneur a annoncé qu'un des blessés va être évacué à Thiès. Abdoulaziz Ban. Cette visite du gouverneur à l'hôpital régional de Ziguinchor a pour objectif de s'enquérir des conditions de prise en charge des 3 militants de la coalition Sonko, président, blessés dans un accident. Un accident qui a fait 17 blessés, dont 5 graves et 3 qui étaient dans le coma. Ces 3 blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Ziguinchor où ils sont correctement pris en charge. Le deuxième a été libéré hier après avoir été examiné et traité par les médecins de l'hôpital régional. Mais on a remarqué que les conditions de prise en charge sont satisfaisantes. Même si ces blessés sont dans de bonnes conditions, l'un d'entre eux va être évacué à Thiès. Dès demain, Inch'Allah. Malheureusement, le troisième qui a été transféré à l'hôpital régional de Ziguinchor a succombé et nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances à ses parents, à ses camarades de parti, mais également présenter nos condoléances au président de la coalition Sonko président. Cette visite a été l'occasion pour le gouverneur de Ziguinchor d'inviter les chauffeurs à être prudents sur la route afin d'éviter ces accidents.
Après la validation des parrainages, place au meeting pour la campagne électorale à l'école Mamadou et Binta. Les 5 candidats en lice ont pendant une semaine battu campagne auprès de leurs militants au cœur d'une campagne électorale simulée à l'école. C'est un reportage de Philomène Constance-Diagne. Des entrées spectaculaires pour les candidats en lice. En voiture, en moto, en squad ou même en vélo. À chacun le moyen de transport de son choix pour allier le lieu du meeting. Les militants en acclamation soutiennent leurs candidats qui tentent de convaincre. Permettre aux élèves de mieux connaître notre pays en organisant des voyages d'études dans les contrées éloignées du Sénégal. Si je suis élu, je proposerai d'une part de créer la boîte à soucis en ligne. Vous pourrez y déposer tous vos problèmes liés à la vie de classe que je tâcherai d'ailleurs de régler avec la plus grande discrétion possible. Améliorer les préparations et services de la cantine. Installer des fontaines à eau au niveau de chaque bâtiment pour éviter la... Toutes les astuces sont bonnes pour gagner la confiance de la population scolaire. Nous devons asseoir un enseignement de qualité et d'ailleurs, j'en profite pour remercier et encourager tout le corps enseignant et encourager les surveillants et les surveillantes. Chers camarades, il n'y a de quoi faire attention. Notre parti ne croit pas à ces pratiques qui gâtent les valeurs citoyennes. Nous avons un programme cohérent, pertinent et quant à sa faisabilité, nous y croyons. Les discours terminés, les candidats font face communément à la presse nationale et internationale. Messieurs les candidats, vous avez passé beaucoup de temps sur les routes de la campagne électorale au détriment des heures de cours. Comment comptez-vous rattraper toutes ces heures perdues? Une propagande électorale riche en enseignements pour les partisans des 5 leaders grâce à l'encadrement de l'école. Nous voulons donc ici former ce qu'on appelle donc ici les responsables donc ici de demain. Donc raison pour laquelle maintenant nous avons initié maintenant donc cette campagne électorale donc ici. Et ça devait servir l'exemple également à tout le monde, à tous les enfants du Sénégal, même aux adultes. Donc vous avez vu malgré donc ici la diversité des candidats, vous avez vu, il n'y avait pas d'animosité. Et aussi, ça permet aux enfants aussi de connaître, de savoir ce que c'est une campagne électorale, un vote, pourquoi la presse est là, et quel est son rôle. Devant moi, les 5 candidats de la présidentielle de l'école Mamadou et Binta. Pendant une semaine, ils ont fait campagne devant leurs camarades de classe. Ont-ils convaincu, oui ou non? Rendez-vous est donné le mercredi prochain pour l'élection présidentielle. Les élèves à l'école d'une campagne électorale, c'est en tout cas pédagogique. On en vient à la chronique consacrée à l'histoire des élections au Sénégal. Au lendemain de l'annonce de la démission du président Léopold Sédar Senghor, le premier ministre d'alors, Abdou Diouf, est assermenté président de la République du Sénégal. C'était le 1er janvier 1981. Il inscrit son magistère sous le signe de l'approfondissement de la démocratie, la libéralisation de l'économie et de la décentralisation de l'administration. Abdou Diouf, un technocrate à la tête du Sénégal, une fenêtre historique ouverte par Amadou Aramtiam. De 1960 à 1980, la vie politique s'est incontestablement identifiée à Léopold Sédar Senghor, fondateur de l'État en 1960 et qui est l'une des figures les plus connues d'Afrique. Décembre 1980 marque un tournant décisif dans la vie politique sénégalaise. Âgé de 74 ans, le président poète annonce son retrait avant la fin de son 5e mandat. Une démission perçue comme un coup d'éclat sur le continent. Par le truchement de l'article 35 introduit dans la Constitution, consacrant le dauphinat constitutionnel, il met en selle son premier ministre Abdou Diouf, 45 ans issu de la même famille politique que lui, le Parti socialiste. L'arrivée de ce technocrate pur jus à la magistrature suprême,
inaugure une ère de rupture sur le schéma politique mis en place depuis les indépendances et sur la structuration du modèle économique jusque-là pratiqué. Abdou Diouf aura marqué incontestablement son époque à la tête du Sénégal. À son actif, on peut citer sa grande contribution à l'ouverture démocratique. De 4 courants idéologiques autorisés par son prédécesseur, il fait passer le pays au régime du multipartisme intégral. Son courage de mettre fin au centralisme démocratique. Sur le plan social, il a favorisé la naissance de syndicats et a mis fin au monopole de l'information. En cherchant à moraliser la vie politique et économique, le président Diouf a initié la loi sur l'enrichissement illicite et l'interdiction des gaspillages dans les cérémonies familiales. Cependant, à côté de ces avancées notoires, les 20 ans de l'ère Abdou Diouf sont marqués par de grandes difficultés avec une économie fragilisée, des affrontements parfois violents avec l'opposition, une situation tendue, exacerbée par les plans d'ajustement structurel des années 90 et le déclenchement de la crise Sénégal-Mauritanie en 1989, sans compter l'amplification de l'agitation sociale. Autant de choses qui ont fini par avoir raison de son pouvoir. Une autre fenêtre sur l'histoire des élections au Sénégal dans nos prochaines éditions. Religion à présent, en marge de la Ziara annuelle, une exposition donc a été organisée par le Cercle d'études autour de l'œuvre de Mame Khalifa. Des images qui retracent le parcours de toute une famille. C'est l'innovation de cette édition de la Ziara de Léona Niassène. Claire Diop. Sur ces tableaux, toute l'histoire de la Khadra Niassène revisitée en profondeur, la vie et l'œuvre des personnalités qui ont animé les activités de cette famille depuis le début. Vers les années 1865, Sidi Mohamed Ibn Mademba Niass, père de l'âge Abdoulaye Niass, fondait le village Niassène. Ce dernier consacra toute sa vie à faire l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et il fut enseignant des sciences coraniques. La première ziara de Léona Niassène a eu lieu en 1911. Cette exposition entre dans la logique de la ziara qui est célébrée ici en hommage à Cheikh Al-Khalifa Al-Hajj Mohammed, un pieux rénovateur, grand homme de l'islam qui a beaucoup œuvré pour la religion et pour la tariqa tijani ici au Sénégal. Donc cette exposition vise à mieux le faire connaître aux grandes masses, aux personnes qui viennent ici, surtout en face de la Zawiya où il est enterré. Les personnes viennent ici, à lieu et place de se recueillir, ils viennent aussi pour savoir comment a vécu cet homme-là, dont il porte autant d'admiration, à quoi il a consacré sa vie, et entre autres à l'islam et à la tariqa tijani. Aujourd'hui, l'activité perpétuée depuis a pris de l'ampleur. La Khadra Niassène, une grande communauté qui compte beaucoup de disciples à travers le monde. C'est un travail collégial que nous faisons, nous sommes à la 10e édition, donc que nous avons commencé en 2009. C'était au temps où nous étions à l'université, mais c'est devenu une passion, la recherche et la documentation autour de la vie, autour de la vie et l'œuvre du saint homme, qui était, pour ainsi dire, quasi inexistante. Donc nous avons pris notre courage à deux mains, nous avons parcouru le Sénégal, nous avons rencontré des personnes ressources, nous avons retranscrit des éléments de sa vie et de son œuvre et nous sommes arrivés à confectionner cette exposition qui fait son bon bout de chemin et qui est en train de grandir. Et cette année, nous avons eu une innovation majeure en ce sens où nous avons écrit un livre sur la vie et l'œuvre de Khalifa Al-Hajj Mohammed, écrit par mon frère ici présent, qui est Babacar Touré, le professeur Babacar Touré. Cette exposition, une des innovations majeures de cette édition de la Ziara de Léona Niassène, ici un passage obligé pour tout talibé. Cette Ziara est une spécificité, voire une obligation dans la tariqa tidjani. Le disciple doit rencontrer son marabout au moins une fois l'année, cela pour recevoir la bénédiction du maître. En sport, football CAN U20 au Niger, le Sénégal affronte le Mali en finale ce dimanche après-midi. Finale inédite puisque les deux équipes ne se sont jamais croisées à ce stade de la compétition. Cependant, ils se connaissent parfaitement. Ce sera leur 4e rencontre en 2 mois. Chez les Lionceaux, la motivation est là, l'envie de gagner aussi. Voici chez l'entraîneur et l'un des joueurs en conférence de presse. C'est deux équipes qui se connaissent très bien, parce que ce sera la 4e fois qu'on va se croiser en moins d'1 an. Donc
c'est pas que mon équipe qui connaît l'adversaire, mais c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Après, je pense que la maîtrise des émotions sera très importante dans ce genre de rendez-vous. Il faut être capable de gérer ses émotions parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer avant le match, pendant le match, après le match. Il faut être capable de gérer tout ça. Et la clé sera, pour moi, ça va se situer à ce niveau. Pour le match de demain, la motivation sera de bien travailler, comme d'habitude, de montrer que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est des choses qu'on travaille à l'entraînement, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. La répétition, elle est pédagogique, donc on va continuer à répéter ce qu'on fait à l'entraînement. Moi, je pense que ce match, c'est du 50-50. Donc, la différence va sortir du terrain. Quand vous dites qu'il n'y a jamais 203, moi, je ne crois pas à ça. Je crois juste au travail. Ce qu'on fait à l'entraînement, ou vient le montrer sur le terrain. Tu peux battre une équipe 2 fois et après le 3e fois, l'équipe prend sa revanche. Donc ce match-là, ça va être 50-50. Merci. Le grand format découverte de ce dimanche nous mène à Rufisque. Il s'intéresse à l'imprimerie nationale et au journal officiel, un journal dont la première publication remonte aux années 1800 sous l'appellation de Moniteur. De Saint-Louis à Rufisque, l'histoire de l'imprimerie nationale est riche et est étroitement liée à celle du journal officiel. Découverte signée Koumba Diakhatemar. C'est l'une des identités de l'imprimerie nationale. C'est en fait le journal officiel, c'est-à-dire la publication des textes législatifs et réglementaires. Pour le Sénégalais lambda, en général, il pense que quand on parle du journal officiel, c'est le soleil, alors qu'il y a une différence entre le journal officiel et le quotidien officiel. Le Moniteur du Sénégal, Indépendance, c'est l'ancêtre du journal officiel. Le premier numéro a été publié le dimanche 16 mars 1856 à Saint-Louis. C'était un journal de 6 pages. Le premier arrêté publié dans le Moniteur concernait l'imprimerie. C'était tous les 15 jours, mais présentement, c'est toutes les semaines. Donc chaque semaine, on a un numéro à publier. Qui sort le samedi au lieu du dimanche. Le journal officiel est divisé en 2 parties. Il y a une partie officielle, c'est-à-dire la partie où sont publiés les actes réglementaires et législatifs, et une deuxième partie dans laquelle sont publiées les annonces. La particularité du Moniteur, c'est qu'il était transcontinental, en étaient les destinataires, les colonies françaises en Afrique, en Asie et aux Antilles. C'est le ministère de la Marine et des Colonies, et ça c'est pour le ministre d'État. Ça c'est pour l'Algérie, la Martinique, Guadeloupe, l'île de la Réunion, Guyane française, l'Océanie, l'Inde. Le dernier numéro du Moniteur, c'est en décembre 1887, le 27 décembre 1887. Donc à partir de janvier 1888, l'appellation a changé de Moniteur en Journal officiel du Sénégal Indépendance. C'est à partir de 1907 que l'appellation a changé, le Journal officiel du Sénégal tout court. Mais entre-temps, il y avait le Journal officiel de l'Afrique occidentale française. Il y avait une nécessité de détacher le Journal officiel de l'Afrique occidentale française et ceux de la colonie du Sénégal. Donc c'est pour cela qu'on avait créé le Journal officiel de l'Afrique occidentale française en 1895. Mais les deux journaux paraissaient en même temps. Voici la dépêche créant le 11 décembre 1854 l'imprimerie du gouvernement qui deviendra plus tard l'imprimerie nationale. Son histoire est faite de plusieurs pages. La première est sa création à Saint-Louis. La dernière est son implantation à Rufisque. Entre les deux, il y a Gorée. 1908, année à laquelle a eu lieu le transfert de l'imprimerie de Saint-Louis à Gorée. Et c'est avec le bombardement de 1940 que le déplacement de cette imprimerie de Gorée vers Rufisque a été effectif. Et depuis lors, l'imprimerie est à Rufisque, même si il faut signaler qu'il y a eu un changement de site. C'était installé d'abord au niveau de l'actuel CM Abdoulaye Sadji. Aujourd'hui, l'histoire de cette imprimerie, ce sont ces machines. En 163 ans, elles ont produit 7087 journaux qui font de l'institution la principale fabrique de l'information officielle.
Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez Maman Moussagnan dans quelques instants pour la version Wolof.